Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, on revient sur le communiqué du FPI. Les 60 ans de la BAD, la banque face aux enjeux de développement. On termine avec le décryptage du débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Des analystes pour en parler ce soir. Lancine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, Kolo. Saint-Claver Oula est avec nous. Bonsoir Saint-Claver. Bonsoir Kolo. Le professeur Diakalidia Kone, bonsoir professeur. Bonsoir Kolo. Maître de conférence à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Et puis Félix Boni pour terminer. Bonsoir Félix. Bonsoir Kolo. Messieurs, bienvenue dans le Club de la Presse. Avoir constaté l'échec du partenariat avec le RHDP, Pascal Affi-N'Guessan a signé une déclaration cette semaine. Davis Oyo. Fin du partenariat FPI-RHDP. Rupture officialisée le 7 septembre dernier à l'occasion de la 3e session ordinaire du Front populaire ivoirien. Le FPI estime que son accord de partenariat avec le RHDP est devenu préjudiciable, sans objet et caduc. Le parti explique avoir proposé un séminaire sur la réconciliation nationale, séminaire que le RHDP aurait refusé. Il déplore également qu'aucune action conjointe n'a été entreprise par les deux partis en faveur de la réconciliation nationale. Le Front populaire ivoirien reproche surtout au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix la perte de 2 mairies et surtout celle du conseil régional du Moronou, fief du président du parti, Pascal Affi-N'Guessan. La direction du RHDP, parti au pouvoir, prend acte de la décision. Ce partenariat FPI-RHDP, noué le 2 mai 2023, avait pour objectif de promouvoir la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie. Alors, monsieur, la seule question peut-être, c'est se dire, qu'est-ce qui n'a pas marché, Félix Boni? Le président du FPI lui-même l'a expliqué. Il parlait tantôt de ce que les éléments fondamentaux qui, justifiaient ce partenariat, notamment la question de la réconciliation, la question de la démocratie, parce qu'ils étaient en partenariat également pour des questions électorales. Tout ceci n'a pas marché. Alors moi, je retiens comme leçon cette forme de pirouette, parce que pour moi, un leader politique, il faut certainement avoir une ligne claire, parce que derrière soi se trouvent beaucoup de populations, des gens convaincus, des militants. Et lorsqu'on part, on revient comme ça déroute un peu les populations. Alors que quand on a une ligne claire, ça permet d'avoir une trajectoire bien précise. Et en politique, je retiens que la défaite d'un jour peut préparer la victoire de demain. L'exemple de Richard Nixon en 1966, ce qu'on a baptisé aux États-Unis le discours de défaite. Alors lorsqu'on échoue, il faut savoir se remettre en cause et puis préparer demain. Mais il ne faudrait pas forcément changer, aller à gauche et revenir. Vous pensez qu'il n'a pas digéré sa défaite aux élections au Conseil régional? Quand je parle d'échec, ce n'est pas forcément pour les élections au Conseil régional, mais je parle d'abord... son premier échec, c'est d'abord ce rapport difficile avec... Mais il en a fait cas dans le communiqué aussi. Oui, il en a fait cas dans le communiqué, mais aussi, il en a parlé aussi de son rapport difficile avec... Laurent Gbagbo, finalement, ils vont se retrouver encore. Je crois que s'il fallait s'humilier ou il faudrait s'habiller d'humilité pour rester avec Laurent Gbagbo, il aurait fallu le faire plus tôt pour que le FPI ne s'éclate pas, qu'on ait aujourd'hui PPACI, MGC, tout ça, pour maintenant revenir aujourd'hui. On va voir FPI, PPACI, quel va être, ce rapprochement. Vont-ils aller dans une sorte d'alliance alors que en réalité, ils forment la seule et unique famille politique. Ils ont la même idéologie. Et je crois que c'est tout ça qui a fait que ça n'a pas marché, le partenariat, parce qu'en fait, depuis le début, c'était congénital. Affi-N'Guessan a tendu la main pour un partenariat. Ça a traîné avant que ce partenariat ne soit accepté. Finalement, vers les élections, il a pu être accepté. Mais après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien obtenu de ce partenariat. Moi, je voyais déjà la mort de ce partenariat. Je ne suis pas du tout surpris. Lorsqu'à un moment donné, il avait commencé à changer de discours, à critiquer le pouvoir, j'ai senti que ça n'allait pas marcher. Oui.
Professeur. Merci bien, Kolo. Je pense qu'il n'a qu'à s'en prendre à lui-même d'abord, à Finguessan, parce qu'il s'est mis dans une posture telle que, je me rappelle, quand ils ont signé le partenariat, il a dit que notre pays, ce n'était pas en termes de partage de postes ou de gâteaux, et que notre pays n'était pas une friandise, encore moins le pouvoir n'était pas un restaurant. C'est ces choses qu'il a dites. Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Parce que tu ne peux pas signer un accord de partenariat avec un parti qui est au pouvoir et puis envoyer des émissaires dans des partis de l'opposition, être, comment on appelle ça, membre observateur à des choses que les gens sont en train de mettre en place pour contrer le régime. Moi, je pense qu'il n'est pas constant, il n'a pas été constant de mon point de vue dans sa démarche, donc il ne fait que payer le prix. Il faut qu'il assume. Ça ne pouvait pas marcher. Et puis encore, qui a mis fin à l'accord? C'est de façon unilatérale, de mon point de vue, qu'il a décidé de partir. Jusqu'à ce que, je me rappelle les propos du président du directoire, le ministre Kafana, qui disait qu'il était d'abord surpris de savoir qu'Afin décide de partir. Et puis après, c'est en cela que Adjoumani, par exemple, a dit que c'était un non-événement. Parce que on n'a pas besoin, comme l'a dit le RHDP, le RHDP n'a pas besoin de FPI comme HP pour accéder, remplir le pouvoir d'État en 2025. Donc, Afin n'a qu'à s'apprendre à lui-même. Ce sont ces incohérences, ces incongruités. C'est en cela qu'en politique, il faut avoir une ligne directrice, se mettre en rang et puis conquérir le pouvoir d'État quand on le veut. Synclavé Oula, c'était prévisible à votre avis? Oui, c'est prévisible. Le FPI de Pascal Afin-Guessan et le RHDP du président Alassane Ouattara, il faut voir dans l'histoire de ces différents partis politiques leurs différentes oppositions qui les ont amenés jusque-là. Je pense que ces deux partis, ou si vous voulez, ces deux corps qui se repoussent, ça ne pouvait vraiment pas marcher parce que il y a eu une opposition violente entre ces deux partis-là. C'est vrai que Laurent Gbagbo n'est plus dans ce parti avec certains militants, mais ça ne pouvait pas marcher. Il y avait quand même une méfiance, même si les deux partis en sont venus à une alliance, il y a une méfiance, une certaine méfiance qui pouvait régner. Et cette méfiance-là est allée même jusqu'aux élections, aux élections locales. Même si ces partis ont tenté un coup, ça ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher, d'autant plus que Pascal Afin-Guessan, il y a quelques mois en arrière, était porte-parole du CNT. Et le CNT qui a mené des actions pour faire barrage lors de la présidentielle de 2020 pour faire barrage à l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara. Donc vraiment, ça ne pouvait pas marcher. Et puis, comment cette alliance-là, comment ces deux partis en sont venus en cette alliance? Moi, je vois cette image d'une femme qui vient elle-même draguer un homme. Et l'homme, il se dit, bon, voilà, on va essayer. Je vais voir si, effectivement, je t'aime ou pas. Et puis, bon, quand elle vient dans le foyer, bon, l'homme, il se dit, tu ne satisfais pas mes différents désirs. Et puis, bon, voilà, elle-même, elle prend son baluchon et puis elle retourne. C'est cette image-là que moi, je vois. Mais au-delà de la rupture de cette alliance, je me pose la question de savoir quand sera-t-il des militants du FPI qui aujourd'hui sont dans les... On va revenir à cette question déjà en regardant le premier tour de table et Lansine Bakayoko va terminer ce premier tour. Oui, Synclavé a parlé d'une femme. C'est une métaphore, c'est une allégorie, je n'en sais rien. Mais moi, j'irai un peu plus loin. Cette belle de nuit qui, liquidant sa dignité, se propose à tout venant. Et puisque par le passé, il s'était déjà allié au président Bédié, qui l'avait répudié à un moment donné, puisqu'ayant choisi entre Laurent Gbagbo et lui. Donc, le président Bédié avait préféré Laurent Gbagbo à lui. Après, il s'est retrouvé en alliance avec le RHDP. Mais le RHDP n'était pas demandeur de cette alliance. Le RHDP même, à la limite, avait refusé, puisque Afin-Guessan qui demandait une alliance, le RHDP qui avait les cartes en main, a dit non, je ne veux pas d'alliance avec toi, tout au moins un partenariat. Donc, vous voyez, Afin-Guessan, c'est lui-même qui allait se brader au RHDP. Le problème, c'est que quelqu'un cette belle de nuit qui s'offre à tout venant, à qui on a donné un tabouret dans le bateau, veut maintenant rentrer dans le cockpit
et même veut participer aux réunions hebdomadaires de chaque mercredi. Et là, on a vu que c'était devenu trop prétentieux de sa part. Donc le RHDP, qui, comme je l'ai dit, n'était pas demandeur de ce rapprochement, est resté à sa place. Donc Afin Guessan, n'ayant plus les moyens, parce que lui voulait que le RHDP serve de marchepied à ses ambitions personnelles, il avait fait la même chose avec le CNT, parce que lui-même n'a pas de destin personnel aujourd'hui, au regard de la faiblesse de sa présence sur l'échiquier politique. Donc, il a voulu s'agripper d'abord au président Bédié, ça n'a pas fonctionné, et cette fois, il a voulu s'accrocher au RHDP pour pouvoir exister politiquement. Malheureusement, le RHDP ne lui a pas concédé ses militants qui le lorgnaient, parce qu'il aurait voulu que le RHDP demande à ses militants de voter pour lui, d'autant qu'il était déjà très affaibli avec le départ des PPACI. Et aujourd'hui, tout ça est passé par perte et profit. Et Afin Guessan, ne sachant plus où aller, veut tourner Kazakh. Mais Kazakh, pour aller vers où? Vers Laurent Gbagbo. Et vous voyez, quand on a refusé son mari, quand on est parti, qu'on n'a pas eu gain de cause, quand on revient, on n'a plus la valeur qu'on avait. Donc, Afin Guessan est condamné à l'indignité. Bien, donc je pense qu'il donne raison là à Laurent Gbagbo qui parlait d'enveloppe vide, effectivement, c'est une enveloppe vide, parce que mais juste là, c'est là où je voulais en venir, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des militants actuellement du FPI qui flirtent avec le pouvoir. Oui, déjà, c'est la question, et c'est ce que soulevait tout à l'heure Saint-Claver Oula. Est-ce qu'il ne s'expose pas justement à une sorte de dissension en interne? Oui, parce que déjà, on a parlé de Diabaté Bell la dernière fois, qui est militant FPI qui siège à Bobo. Il y en a à Yopougon. Dans les conseils généraux, j'en connais qui sont militants du FPI, qui flirtent avec le RHDP dans le cadre de cet accord de partenariat. Du coup, je pense qu'en faisant ce qu'il a fait, Afin Guessan se met à dos de tous ces cadres-là qui, je ne pense pas que ceux-là, ils veulent actuellement abandonner le navire RHDP en termes de partenariat pour le rejoindre dans la démarche qu'il a entreprise. Parce qu'on sent tout droit qu'il veut aller lorgner du côté de l'appel de Laurent Gbagbo. Bon, on attend de voir ce que ça va devenir. Il faut rappeler qu'il a déjà pris acte de cet appel de Benoît du 14. Je pense que les prochains jours nous situeront davantage, comme l'a mentionné le professeur, concernant la grogne risque de se faire sentir. Parce que c'est vrai que pour le moment, cette grogne-là n'est pas perceptible. Mais je pense que jusqu'au congrès du FPI en novembre prochain, il y aura quand même quelques éléments. Il y a le professeur Dagbo Godé qui déjà incarne cette grogne-là. Et je pense que il y a des militants. Il y a même déjà dans des villes, dans des régions, des militants FPI qui, je ne vais pas trahir un secret, qui s'apprêtent déjà à rejoindre ouvertement le FPI, même si déjà le RHDP, excusez-moi du thème. Déjà même dans le Guémont, on a vu dans les mois passés, il y a les militants FPI qui ont rejoint en bloc le RHDP et certains aujourd'hui occupent des postes là-bas et il y a des promotions même de certains cadres qui se font là-bas au niveau du Guémont. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que les jours à venir seront quand même remuants pour le FPI de Pascal Afin Guessan. Félix? Ben moi, ce que je veux dire, quelque part, c'est vrai, cette pirouette, ce n'est pas à saluer, ce n'est pas le fait d'Afin Guessan seul. Tous ceux qui font ce genre de pirouette, politiquement, je ne trouve pas ça correct. Par contre, il faut quand même, j'allais dire, à sa décharge, je veux quand même pas totalement, j'allais dire, charger Afin Guessan, il faut quand même le comprendre, parce que quelque part, ce monsieur a subi à un moment donné certaines choses de la part de ses ex-camarades qui ont fait qu'il était un peu perdu politiquement, c'est-à-dire une sorte d'humiliation avec ses autres camarades qui ont fait que c'était plus ou moins un naufragé qui cherchait une branche à laquelle s'agripper et il a voulu s'agripper au RHDP, certainement un message fort qu'il a donné à ses ex-camarades. Malheureusement, il faut le reconnaître, le RHDP n'était pas demandeur de ce partenariat, c'était au départ une alliance et le RHDP a suffisamment négligé Afin Guessan pour que vers la fin, il se retrouve dans ce schéma. Alors parlons des militants qui veulent partir, évidemment,
vous remarquerez qu'à la tête de ces personnes se trouve le professeur Dago Goudé qui est adjoint au maire à Yopougon. Et ce sont des gens qui sont à la soupe et qui ne voudraient pas perdre, pour parler comme un de ces leaders, le beefsteak, qui sont déjà au resto entre griffes et n'ont pas envie de quitter le resto. Alors si Afin-Guessan veut sortir du RADP, ils n'ont pas envie de quitter le RADP parce qu'ils ont déjà des postes, ils ont déjà des avantages, des privilèges qu'ils ne voudraient pas perdre. Alors, par contre, je ne pense pas que ceci pourrait éventuellement affaiblir totalement Afin-Guessan. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans notre vie politique en Côte d'Ivoire, les ethnies, les régions, ça compte. Et sur le FPI, le morceau du FPI qu'Afin-Guessan a gardé, si vous regardez, c'est le FPI qui est calqué pratiquement sur la zone Akan. Vous verrez Christine Conan, vous verrez les gens comme l'ancien député de Nation, Kwaku Kra, toutes ces personnes qui sont parties avec eux. Je crois qu'il va quand même réussir à conserver une bonne partie. Et ceux qui sont éventuellement dans les conseils municipaux, généraux, qui sont à la soupe, pourraient éventuellement rester avec le RHDP. Félix Bonnet a parlé du naufragé Pascal Afin-Guessan, mais je pense que Afin-Guessan, je ne sais pas s'il pourra se sauver de sa noyade aujourd'hui, en tout cas pas avant les élections de 2025, où il a perdu toute crédibilité. Et je ne voudrais pas faire injure, comme Félix a semblé le dire, en parlant de militants qui seraient à la soupe, mais je pense que ceux qui entourent Afin-Guessan représentaient quand même une certaine diversité de la Côte d'Ivoire qui ne se retrouvait pas dans le carcan, je veux dire, communautaire que le PPACI développe. Et donc, ces gens-là étaient dans une sorte de diversité. Je vais parler de Dabo Godé, qui est du centre-ouest. Il y a les Koulibaly Seydou, les Kwaku Kra, Adjajan. Et je pense que Afin-Guessan représentait cette diversité, cette volonté d'ouverture du PPACI qui est, il faut le dire, regroupé, renfermé dans un carcan communautaire très fort. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Afin-Guessan, je ne pense pas qu'il pourra s'en aller avec, en tout cas, des militants. C'est vrai, il peut avoir des velléités, mais moi, je regarde aujourd'hui sur le territoire, très peu de personnes comprennent la politique du président Pascal Afin-Guessan. Si vous allez dans tous les... On a parlé des communes, des conseils départementaux, régionaux, j'allais dire, mais les gens y sont. Moi, une commune que je connais très bien, la commune de Grand Laou, le représentant de Pascal Afin-Guessan dans le conseil municipal, je ne pense pas qu'il veuille suivre le chemin de Pascal Afin-Guessan. Et il y en a beaucoup, peut-être il reste quelques personnes qui, par prudence, regardent en attendant que Afin-Guessan a pris acte de l'appel de Benoît, mais il n'a pas encore adhéré formellement, même si on n'en est pas encore là, mais il n'a pas encore adhéré. Donc peut-être que lorsqu'il prendra son stylo et qu'il ira apposer sa signature au bas du document, je pense que beaucoup de personnes lui rappelleront que la politique ne se fait pas comme ça, qu'il y a une sorte d'éthique qu'il faut développer, parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire qu'on veut développer, il ne faut pas continuer à poser des actes qui font que la politique est aujourd'hui discréditée aux yeux de la population. Chaque jour, nous appelons les populations à venir s'inscrire sur les listes électorales. Et quand on fait la politique du yo-yo, du thématique, comme Pascal Afin-Guessan veut l'enseigner aux jeunes générations, pour moi, Pascal Afin-Guessan est en train de rentrer dans l'histoire à reculons. Mais alors, messieurs, est-ce que vous pensez qu'il quitte la droite pour la gauche, notamment en répondant à l'appel de Benoît, professeur? Oui, je pense que c'est ce qu'il va faire justement, parce qu'il il a une grosse incongruité que je n'ai pas compris. Quand il venait dans le cadre du partenariat, il disait qu'il va apporter une touche sociale à un parti libéral. Je trouve que c'est deux antagonismes totalement différents en termes d'idéologie. Je pense qu'il n'a pas d'autre choix, de mon point de vue, actuellement, que de rejoindre sa gauche, en fait, ses amis du PPACI. Mais certains estiment qu'il va à la gauche un peu fragilisé. Oui, bien sûr. Il ne va même pas fragiliser, il va absent. Aujourd'hui, c'est une non-présence à Afin-Guessan. On t'invite à un banquet, tu ne cherches pas à emporter toute la table. Donc, je pense que Pascal Afin-Guessan, aujourd'hui, il a un peu la mélancolie de la solitude qu'il a développé depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, et je pense que c'est ce qu'il veut combler. On avisera les psychanalystes pour psychanalyser un peu Pascal Afin-Guessan, mais pour moi, Pascal Afin-Guessan, c'est très fort, mais aujourd'hui, son parcours est illisible, son cheminement est incompréhensible, et moi je trouve que ça peut constituer un objet de psychanalyse. Félix? Je pense que Bakayoko parle de solitude. Je pense que
Afin Guessan se retrouvait dans une situation de solitaire et il a voulu se retrouver à avoir, j'allais dire, rompre avec cette solitude du RHDP qui ne lui a pas donné l'occasion. Il faut rappeler aussi qu'il est de la gauche, le FPI. Je veux utiliser l'image de Claver. Une femme peut quitter son foyer et puis revenir au foyer et puis retrouver sa place, reconquérir son mari. Et je crois que Afin Guessan se retrouve bel et bien dans son marigot s'il revient dans la gauche. C'est vrai qu'il peut être une enveloppe vide qui revient, mais je ne pense pas qu'Afin Guessan va repartir comme une enveloppe vide. Parce que si la gauche, ils ont quand même une vision, l'appel de Benoît répond à une vision. Remettons-nous ensemble, la gauche, et reconstituons-nous. Et ça me rappelle cet appel de Karl Marx à l'époque, les prolétaires de tout le pays, réunissons-nous. Et je crois que ça ressemble à une sorte de reconstruction de la gauche. Et ceux qui sont même à la soupe, et qui éventuellement peut-être pourraient s'agripper, d'autres éventuellement, en regardant la gauche se reconstruire, si idéologiquement ils se reconnaissent, peuvent revenir. Il ne faut pas penser que tout le monde va... L'appel de Benoît, c'est une manigance. Tout le monde sait que il n'y a pas de fond. C'est une simple... non, je suis désolé. C'est une simple manœuvre pour pouvoir on ne se peut mettre pas en être aussi position. péremptoire que tu es en train de le dire, Bakayoko. Il n'y a pas d'appel manigance. Oui, parce que le FPI a quand même pris acte de cet appel. La politique en soi, en soi, c'est une opération de manigance. C'est les manœuvres. Tout est dilatoire en politique. Alors, il ne faut pas négliger l'appel de quelqu'un. Il faut voir ce que cela va produire et il faut voir quel Afin Guessan va partir. D'autant plus qu'il y a des réponses. Il y a des réponses à cet appel. Ce qu'il faut noter, c'est que le FPI ne s'est pas tout de suite jeté dans les bras du Gbagbo, du PPACI. Ça, il faut le noter. Afin Guessan, il a pris acte. Il a pris acte. Et d'ailleurs, même l'appel de Benoît n'a pas encore de contenu soumis aux différents acteurs. Le ministre Sébastien Dano-Diédié n'a fait que consulter, rencontrer les différents partis politiques et on en est là pour le moment. Donc les uns et les autres attendent le contenu de cet appel de Benoît. Donc le FPI en a pris acte et le FPI travaille à son congrès qui aura lieu les 8 et 9 novembre prochains. Et puis bon, j'aimerais se prononcer. Se prononcer et le congrès même va choisir son candidat pour la prochaine élection. Donc le FPI est dans sa dynamique. Le FPI n'a pas encore pris parti pour rejoindre le PPACI et le président Laurent Gbagbo. Et puis, j'aimerais revenir un peu sur ce que le professeur a dit tout à l'heure, que Afin Guessan a déclaré qu'il veut apporter une touche socialiste à une touche libérale. Il faut dire que dans le fond, la démarche, moi je ne condamne pas la démarche du président Afin Guessan, parce que le président Afin Guessan, en allant à cette alliance, il a parlé de partenariat. Il a parlé de réconciliation et il a fait des propositions, il a parlé de séminaires. Et c'est des choses, je pense, qui devaient contribuer à créer la cohésion et à susciter la paix avant d'aller à ces élections-là. Et aujourd'hui, tous les partis politiques, ils travaillent et tous les partis politiques parlent de paix, de cohésion, pour que les élections de 2025 soient des élections qui n'entraînent pas encore des dégâts matériels et humains comme on en a connu dans les années passées. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de cohésion actuellement, mais de paix? Oui, mais il faut continuer à y travailler. Il faut continuer à y travailler. Il faut pas dire parce que... il y a plein qui sont rentrés qui... Faut pas dire... Oui, mais les gens sont rentrés. Depuis 2012, les gens continuent de rentrer, mais en 2015, il y a eu... En 2020, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il faut pas être naïf. Il faut y travailler. On laisse terminer Saint-Claver. Il faut pas... La paix se construit en permanence. Il ne faut pas mépriser les autres. Il ne faut pas mépriser les autres. C'est pourquoi moi, le thème d'enveloppe vide me gêne beaucoup. Parce que même si c'est un Ivoirien, non, mais les gens m'ont dit, mais vous l'accentuez davantage. Donc moi, je m'abstiens de prononcer le terme enveloppe. Parce que même si c'est un Ivoirien, si c'est un Ivoirien qui est dans un parti politique, il faut respecter ce... D'accord, alors ça va très vite. On va faire vraiment très rapidement lancer. Je pense qu'il ne faut pas faire preuve de naïveté ici ou bien de parolisme, permettez-moi ce barbarisme, parce que tout le monde sait que l'appel de Benoît, il n'y a pas de contenu. Le seul contenu,
c'est de dire, venez, Laurent Gbagbo demande aux gens de venir l'accompagner dans sa conquête du pouvoir. Il n'y a pas d'autre contenu, il n'y a pas d'autres programmes sur lesquels les gens vont s'entendre. Le seul programme, c'est aidez-moi pour que je puisse aller conquérir l'électorat. Même si c'est ça, il faut que les gens, il faut qu'on le sache. Je suis d'accord, même si c'est ça, les gens ne se lancent pas tout de suite au soutien du président Laurent Gbagbo. Ils vont s'asseoir pour discuter. Non, il n'y a pas de discussion, parce qu'il n'y a pas de discussion. Tout le monde sait. Laurent Gbagbo m'a dit que ne venez pas chez moi. Quand vous allez répondre, ne le voyez pas. C'est moi qui suis là. Sous-entendu. Donc, je veux dire, il n'y a pas... Faut pas être, personne ne sera étonné que Afin Guessan soit désigné le candidat de la plateforme qui va sortir de l'appel de Daoukro. Oui, mais ce n'est pas de la fiction, mais on sait que l'appel de Daoukro, l'auteur de l'appel de Daoukro, l'auteur de l'appel de Bonois travaille pour sa propre gloire. Et quand il a dit, les autres partis politiques ne sont pas en train de travailler en ce moment à leur positionnement. Mais nous sommes en politique. Est-ce que ces partis politiques ont abandonné leur activité pour se jeter tout de go derrière le... Mais quand ils créent le PPACI, qui peut avoir abandonné carrément leur parti pour venir se jeter. On laisse Félix réagir. Nous sommes sur un terrain politique et il faut comprendre le langage politique. En politique, chacun parle de soi d'abord. Mais quand on se retrouve, on essaie de voir qui peut être le meilleur. Mais a priori, Laurent Gbagbo peut lancer un appel pour aligner les gens derrière lui. Ça, c'est dans les livres d'histoire. La preuve, Afin Guessan n'a pas encore décidé d'aller au PPACI. Je crois que le congrès qu'il a convoqué en novembre va décider. C'est vrai que le leader impulse la dynamique, mais le congrès peut décider. Il peut être désavoué par ses propres partisans. Donc il ne faudrait pas très vite la politique être péremptoire. Et comme on le dit souvent, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Un discours qui a été lancé peut être négligé. Ce discours peut avoir un effet... Pascal Afin Guessan sort du partenariat, mais il va seul. On va suivre l'évolution de l'actualité. On va s'intéresser maintenant aux questions de développement. Il y a la BAD qui a célébré ses 60 ans, mais dans un contexte particulier, un contexte d'énormes défis pour le continent, des festivités organisées ici à Abidjan. Davis Oyo. Fondée le 10 septembre 1964, la Banque africaine de développement a célébré le 10 septembre 2024 ses 60 ans à Abidjan, siège de l'institution. Un jubilé de diamants pour honorer ses partenaires, dresser le bilan et se projeter dans l'avenir, d'où le thème 60 ans à faire la différence. Outil de développement incontournable pour l'Afrique, la BAD compte désormais 81 pays membres, dont 27 États non africains. Dirigée par le Nigérian Akinwumi Adesima, l'institution financière est à ce jour impliquée dans la réalisation de plus de 5000 projets en Afrique. Il s'agit notamment des infrastructures routières, sanitaires et dans l'agriculture, l'industrialisation, les énergies vertes et l'entrepreneuriat féminin. En Côte d'Ivoire, l'on peut citer le prolongement du boulevard Latry, le 4e pont, la Y4, l'agropole de Korogo et bien d'autres. De 2016 à 2024, le volume d'investissement de la BAD en Côte d'Ivoire est passé de 2 à 3 milliards de dollars, soit environ 1500 milliards de francs CFA, pour améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. D'énormes investissements en Côte d'Ivoire, mais sur le reste du continent aussi. Et la BAD qui célèbre ses 60 ans d'existence, l'enseigné Bakayoko, des acquis, mais aussi des défis. Oui, je pense que si la BAD n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. Parce que cette institution de développement a quand même porté beaucoup de projets sur le continent. Je rappelle qu'elle intervient globalement dans les secteurs des services, de l'énergie, dans l'agro-industrie, dans les infrastructures, notamment les infrastructures routières, le logement. En tout cas, elle intervient dans tous les secteurs névralgiques qui peuvent toucher à la vie des populations. Mais vous dites, elle a des défis à relever. Elle a des défis à relever parce que les problèmes du continent sont perpétuels. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, par exemple, et dans beaucoup d'autres pays, pour moi, l'un des défis, je dis bien l'un des défis, c'est la capacité d'absorption des crédits que la banque octroie au pays. Parce qu'il faut dire que quand c'est le secteur privé, l'entité qui est demandeur du crédit doit au moins apporter 33% du montant des sommes qui vont être affectées au projet. Et ce défi-là n'est pas toujours relevé par le secteur privé. En ce qui concerne les États, en général, la BAD demande aux États de... Peut-être parce que les 33% c'est élevé aussi. Les 33% c'est élevé, sans doute, mais pour le moment, c'est ça qui est la règle. Donc, il va falloir
s'intégrer, en tout cas s'aligner sur ces directives qui sont une sorte de... en banque, il y a quand même des conditionnalités d'octroi des crédits. On appelle ça dans les banques primaires les ratios prudentiels. Ça fait partie des ratios prudentiels, c'est-à-dire les conditionnalités qui vont permettre à ce que le crédit qui est octroyé soit viable et que l'entité contractante et que même la BAD reste viable. En ce qui concerne les États, il y a aussi quelques problèmes, notamment les retards dans les projets qui sont implémentés. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il y avait au moins 50 opérations qui avaient été désignées, mais parfois nous sommes à un taux de réalisation de peut-être 44%. Et ça, souvent, c'est parce que les parts qui reviennent aux États ne sont pas toujours respectées par les États. Il y a des retards, notamment, par exemple, quand on veut faire une infrastructure comme le 4e pont, où la BAD a misé à peu près 216 milliards de francs CFA dans le projet qu'on appelle le projet de transport urbain d'Abidjan. Vous voyez que pour déguerpir les populations, on demande aux États, par exemple, de s'occuper des questions d'indemnisation et de dégagement des pays. Mais parfois, ça prend du temps. Et la preuve récente, par exemple, c'est au niveau d'Adiamé Village où, depuis 2016, il y a des discussions qui sont engagées avec les populations pour pouvoir libérer les emprises. Mais cela a pris du temps, d'énormes temps, et parfois, les crédits qui sont alloués ne sont pas toujours orientés au bon moment. Et donc, ça pose la qualité des rapports avec souvent ces institutions et donc la qualité des infrastructures, notamment dans le respect des délais. Sinclaver? Oui, il faut, moi, à la suite de Bakayoko, je voudrais vraiment noter l'opportunité qu'offre la BAD, parce que la BAD, aujourd'hui, c'est plus de 6500 projets qui ont été réalisés, la vie de plus de 400 millions de personnes qui a été améliorée. Et donc, la BAD, aujourd'hui, joue un rôle très important, mais comme il a souligné en même temps, cette banque africaine-là de développement a d'énormes défis à relever, notamment la question de la lutte contre le changement climatique. Donc, elle est toujours mise à contribution dans ce domaine-là. Et puis, autre chose, c'est la question des projets, la lenteur dans la mise en route de ces différents projets-là. C'est cette lenteur-là qui est toujours critiquée. Mais je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, la Banque africaine de développement gagne en performance parce qu'il faut noter, elle était à 200, au niveau du capital, elle était à 250 millions de dollars. Aujourd'hui, elle est passée à 318 millions de dollars. Mais juste ajouter que la lenteur dans l'exécution des projets ne sont pas imputables à la BAD. C'est généralement imputable aux États qui ont des périodes de latence où doivent décaisser leur contribution à la réalisation des projets. Donc, je voudrais juste préciser ça. Merci. Ce retard-là est souvent imputable aux États. Professeur, connaît? Oui, je pense que, de mon point de vue, comme l'a dit tout à l'heure la SINA, si la BAD n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Parce que quand on voit ce que cette institution a fait et continue de faire, notamment pour des pays comme la Côte d'Ivoire, on se rappelle que de 2016 à 2023, c'est plus de 3,3 milliards de dollars américains qui ont été décaissés en faveur de la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que la BAD, quand la dernière fois on a suivi le docteur Adesina, le directeur général, qui disait que la banque s'engage encore à faire davantage mieux pour, remplir la mission qui lui est dévolue, à savoir les 5 axes prioritaires, éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, créer un environnement sain pour l'épanouissement de l'homme africain. Je pense que ce sont des choses à encourager et à féliciter. Félix Boni. Je pense que les autres ont suffisamment campé la situation. C'est la même citation que j'avais en tête. Si la BAD n'avait pas existé, on l'aurait pensé à cette époque. Aujourd'hui, je crois que 60 ans après, ses pères fondateurs, William Tubman de Libéria, Sékou Touré de la Guinée et Kwame Nkrumah du Ghana peuvent dormir en paix. Ils peuvent vraiment être heureux d'avoir pensé quelque chose, un outil important. Aujourd'hui, la BAD, c'est vraiment un instrument fédérateur de tout le continent africain. Vous voyez, même quand on doit désigner un nouveau patron de cette institution,
c'est pratiquement tout le, j'allais dire, mécanisme d'intégration qui se met en œuvre. C'est-à-dire, là, celui qui est là, c'était un anglophone de l'Afrique de l'Ouest. Là, on pense maintenant à éventuellement un francophone qui doit venir d'une autre région, même si pour l'instant, les prétendants sont en majorité des anglophones qui viennent d'autres régions. Mais c'est vraiment un instrument fédérateur pour le continent. Et puis, en Côte d'Ivoire, chez nous, qui n'a pas une idée de la BAD? Même tout petit, on savait déjà que cette institution existait. C'est-à-dire, on parle des écoles BAD. C'est-à-dire, c'est une institution dont les activités impactent les populations jusqu'à un niveau très bas. C'est-à-dire, toutes les couches sociales sont impactées par les activités de la BAD. Au plan, il a cité les différents secteurs, mais l'éducation, l'agriculture, franchement, 60 ans après, on peut se réjouir quand bien même il y a toujours des défis à relever parce qu'à tout moment, il y a des défis nouveaux. Oui. Et je crois que les dirigeants de cette institution sont conscients des défis et au fur et à mesure, ils vont toujours... On va en toucher juste quelques mots tout à l'heure. Lanciné. Voilà. Je pense qu'effectivement, la BAD doit continuer à jouer son rôle. Mais il appartient, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux États, franchement, de faciliter la tâche à la BAD. Parce que, vous voyez, la part des États dans le fonctionnement de la BAD est très importante. Vous voyez, la BAD a combien de sources de revenus? C'est d'abord les successions des États, il y a les emprunts sur le marché international, et puis il y a les montants liés au remboursement des prêts qui ont été concédés par le passé. Et donc ça veut dire qu'il faut une forte implication des États pour que tout le monde soit un meilleur élève vis-à-vis, en tout cas tout le monde soit, je veux dire, crédible, tout le monde essaie de respecter ses engagements vis-à-vis de la banque, et ce, d'autant que la BAD en général, se porte même parfois garante du crédit par rapport aux États, à d'autres institutions. Donc, pour moi, le défi, certes, il est peut-être pas dans une réforme de la BAD qui doit être continuelle, mais il est dans une forte implication des États. Et je pense qu'aujourd'hui, la banque a les moyens, en tout cas la BAD a les moyens de fédérer l'ensemble des États, parce que dans tous les États où la BAD est intervenue, oui, l'impact est réel, l'impact est visible. Et notamment, on l'a dit, dans les secteurs sociaux, dans les secteurs des infrastructures. Et je pense que c'est par là que le continent africain doit pouvoir avoir son chemin vers le développement. Et le président Adesina, quand il venait pour le poste, a mis l'accent sur l'agriculture, l'énergie. Exact. Il a même utilisé l'expression « éclairer l'Afrique ». Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez pour vous que c'est un défi qui reste encore totalement entier ou on a évolué sur le chemin? En ce moment précis, je participe à un séminaire sur la question de l'énergie. La BAD a bien évidemment sa place. C'est le président Adesina qui a défini ses priorités lui-même en tant qu'ancien ministre de l'Agriculture, a effectivement mis l'accent sur l'agriculture, qui va dire le contraire aujourd'hui. La question de la sécurité alimentaire se pose partout, surtout sur le continent africain, et c'est vraiment une question cruciale. Et pour les problèmes dont Bakayoko parle, je crois que la BAD est constituée d'administrateurs qui viennent de tous les pays, et je crois que lorsqu'ils se retrouvent, ce sont des questions qui sont en général discutées et qui ne sont pas véritablement des obstacles. Moi, je vois une institution qui aujourd'hui fait la fierté de tout le continent, qui fonctionne tranquillement, qui n'a pas trop de bruit, et je crois que c'est principalement l'élément, l'institution la plus fédératrice sur notre continent présentement. D'accord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est cette crédibilité de la BAD là, moi, qui me séduit, parce qu'aujourd'hui où les taux d'intérêt sont élevés, la BAD peut aller sur tous les marchés aujourd'hui, peut aller sur tous les marchés en quête de crédit et prêter même aux différents États sur 30 ans. Donc c'est vraiment une banque qui a une certaine crédibilité, qui inspire confiance vis-à-vis des différents acteurs dans le monde entier. Professeur, il y a des défis qui restent évidemment. Oui, l'un des défis majeurs également, c'est dans le cadre de l'agenda, j'allais dire, 2063 de l'Union africaine et de l'ODD, l'objectif pour le développement durable. La BAD a une vision, j'allais dire, futuriste de l'Afrique. Et ce qui est intéressant à relever, c'est que cette banque-là a une confiance accrue au continent africain. Elle sait que l'Afrique a toutes les potentialités pour pouvoir se développer. Donc, elle met l'accent déjà sur le primat de l'Afrique, sur les autres continents. Et de mon point de vue, c'est quelque chose à
féliciter et à encourager également. Et l'enseigner maintenant pour... Bon, il a parlé de 3 axes, mais moi je m'attarderai sur les 2 axes rapidement. L'axe de l'agriculture, tout le monde sait aujourd'hui que le défi, c'est la production agricole, notamment la production vivrière, qui fait qu'aujourd'hui, on a faim dans certains endroits du continent, et ça reste un défi permanent, la sécurité alimentaire, et même vers la souveraineté alimentaire. Et puis, il y a le défi énergétique qui, si vous voulez, est l'épine dorsale de tous les développements. Il va falloir produire de l'énergie. Et il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui ne sont pas en capacité de produire l'énergie, en tout cas de mettre en place un parc de production capable de soutenir les ambitions de développement. Ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire, mais je pense qu'aujourd'hui, la BAD doit pouvoir amplifier et même réduire et peut-être faire tout pour pouvoir miser sur les taux d'intérêt au niveau des banques où on va emprunter, parce que quand les taux sont élevés, ça veut dire que l'inflation ne va pas être contenue. D'accord, merci messieurs. On va passer au 3e et dernier sujet. C'est un débat qui était très attendu. Kamala Harris et Donald Trump, ils sont nombreux à estimer que la vice-présidente a dominé ce face-à-face. Davis Oyo. Premier débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris dans la nuit du mardi 10 septembre 2024. Durant 90 minutes, le candidat républicain et la démocrate ont planché sur plusieurs domaines: économie, santé, emploi, immigration, politique internationale et la guerre russo-ukrainienne. Apparemment mieux préparé, Kamala Harris a été intraitable sur les différents sujets face à un Donald Trump sur la défensive. Le candidat du Parti républicain faisait régulièrement allusion à la théorie du complot et critiquait le mandat du président sortant, Joe Biden, et de sa vice-présidente en promettant de redonner aux États-Unis sa grandeur perdue. Kamala Harris aura réussi à décliner quelques grandes lignes de son programme, ce qui a manqué à Donald Trump. Ça vous donne une sorte de cartographie de cette présidentielle américaine en novembre. Félix ? La présidentielle aux États-Unis, attention, le débat c'est important, mais le débat ça pèse parfois très peu dans la présidentielle, parce qu'aux États-Unis, parfois les jeux sont faits sur la base de 2 valeurs principales, autant pour moi, 2 valeurs principales, c'est-à-dire les Américains considèrent les valeurs qui déterminent les différentes formations politiques, les démocrates et les républicains. Sont des valeurs qu'ils défendent, c'est-à-dire les questions sur l'avortement, les questions sur l'immigration, les questions sur la politique étrangère. Et à partir de ces valeurs, parfois c'est déjà décidé sur certains électeurs. Et puis le deuxième élément, la question de l'économie qui domine, et le pouvoir d'achat aujourd'hui. L'administration Biden qui est très critiquée sur l'aspect économique. Sur cette question aujourd'hui, la petite faille de l'administration Biden, c'est que l'Américain n'en peut plus, c'est-à-dire le pouvoir d'achat est intenable. Et donc, sur cette question, Trump part avec un peu d'avantage. Par contre, si on s'en tient au débat, je crois que Donald Trump s'est trompé sur Kamala Harris. Certainement qu'il a dû négliger la dame en pensant qu'il avait un Joe Biden un peu vieillissant qui perdait un peu conscience. Et la dame a montré qu'elle il allait peut-être un peu trop confiant par rapport au premier débat qu'il avait quand même réussi à dominer. La dame qui était très préparée comme l'équipe du CAD contre le champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire, est venue avec tous ses atouts en tant que procureur de la République, et elle a réussi à relever les failles dans le discours de Donald Trump. Et ceci a affaibli un peu Donald Trump, mais aux États-Unis, ce débat, ça compte peut-être pour 10%, et les 90%, ce sont les valeurs et ce sont réellement le vécu quotidien des populations. Et n'oublions pas que la question de l'immigration se pose, la question de la guerre en Ukraine, la question de la guerre en Israël, israélo-palestinienne, qui aujourd'hui sont des boulets pour les démocrates, et tout ceci va peser pour novembre 2020. Avec Kamala Harris envoie de bons signaux. Oui, elle envoie de bons signaux, et il faut dire qu'elle bénéficie d'une dynamique anti-Trump depuis l'échec de Trump à la présidentielle face à Biden. Et je pense que dans ce débat, certainement que Trump il a un peu sous-estimé Kamala, mais en même temps, je veux prendre au mot sa nièce, sa propre nièce, après le débat, qui a dit que Trump est terrifié par Kamala, parce que Trump il craint les femmes fortes et les femmes qui prennent la parole en public. Et donc, je pense que je soutiens mon confrère Félix Boni dans ce sens-là. Et
il faut dire que dans ce débat aussi, la question, on l'a vu éviter la question de l'économie. Et moi, ce qui m'a intéressé après ce débat, c'est la réaction des Américains, la réaction des analystes et autres qui ont révélé la question de l'économie, c'était quand même le point faible. Oui, qui ont révélé que c'était vraiment le point faible du duo Kamala-Biden à la tête des États-Unis et que le bilan de Trump était 7 fois meilleur plus que celui du couple Biden-Kamala-Harris. Lansiné? Je pense que c'est vrai que Harris a été attaqué, en tout cas le gouvernement auquel elle a appartenu, a été attaqué sur les aspects économiques, mais je pense que ça ne devrait pas peser davantage dans la balance parce que les États-Unis ne sont pas en dehors de la scène internationale et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la conjoncture internationale, même si c'est les États-Unis, a un impact sur l'ensemble des économies du monde. Et donc, ça peut constituer une sorte de circonstance atténuante pour la gouvernance, on va dire Biden, mais Harris aujourd'hui, vu que c'est elle qui est le candidat du Parti démocrate. Mais pour moi, vous savez, les élections américaines sont des élections extrêmement complexes, c'est-à-dire qu'au cours des élections où Hillary Clinton a perdu les élections, mais il n'y a pas de calculs arithmétiques et mathématiques, elle aurait pu devenir la présidente, mais pour d'autres raisons qui sont propres aux États-Unis, la démocratie américaine a fait que Donald Trump est venu au pouvoir. Mais je pense que Donald Trump surfe à nouveau sur les ressentis liés à cette crise mondiale. La théorie de la victimisation? La théorie de la victimisation. Trump continue de surfer sur cette théorie de la victimisation. Et ça prend d'autant que les questions centrales aujourd'hui qui font que certains pensent que c'est les autres qui viennent d'ailleurs qui sont les responsables des problèmes endogènes. Je parle des questions liées à l'immigration, la question palestinienne, la crise russo-ukrainienne. Et l'Américain, quand on dit American First, ça veut dire que c'est ce que Marine dit en France, c'est ce que d'autres nationalistes disent en Europe. Et vous voyez que ces nationalistes-là ont pignon sur rue. Donc pour moi, Harris a un double travail à faire parce qu'elle doit pouvoir montrer qu'elle ne va pas ouvrir les États-Unis à tout le monde et mieux, elle doit montrer qu'elle n'est pas uniquement une femme, qu'elle est aussi un homme parce que l'Amérique a une tradition. Jamais une femme n'a été à ce poste de responsabilité. Sur la question d'immigration, elle est quand même dans une posture assez compliquée. Elle est ses origines. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ces questions précises. Professeur Koné? Oui, effectivement, je pense que mes autres prédécesseurs l'ont dit. C'est vrai que dans le débat, là, dans le cadre du débat précisément, selon les sondages, Kamala Harris a damé le pion sur Donald Trump. Ça, c'est du point de vue du débat. Mais dans les problèmes de fond, il faut dire que jusque-là, la stratégie de Donald Trump continue de faire ses effets parce que, comme l'a dit tout à l'heure Bach, les Américains ont une opinion. Hein. Il faut d'abord l'Américain d'abord, America First, avant de penser par exemple au reste du monde. Donc de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas encore joué d'avance, quand bien même Donald a souhaité, Kamala a souhaité un troisième débat. Bon, j'appelle troisième débat parce qu'il comptabilise le premier débat avec Joe Biden comme un premier débat. Mais Donald Trump a carrément refusé. Mais on a vu que l'accord de popularité de Kamala a pris quand même de l'ascension. Et on a parlé même de Taylor Swift, une des actrices américaines qui compte là-bas, qui aurait déjà demandé le soutien à Kamala Harris par rapport à ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a vu par rapport au débat. On attend de voir. Oui, Félix Boni, vous voulez réagir? Mais je crois que Donald Trump l'a dit, il n'est pas prêt pour aller à un autre débat parce qu'il s'est rendu compte de la capacité de la prestance de cette dame qui, comme on le dit, dans le body language, a battu le record par rapport à Donald Trump. Vous voyez, parfois il le regardait un peu comme un vieux qui fait un peu pitié. Tout ça, ce sont des images qui parfois sont à son avantage. Et n'oublions pas que c'est une dame, elle est procureure. Quand on est procureur, on a cet art de la parole. Et depuis longtemps, derrière Joe Biden, elle était un peu dans l'ombre. Et subitement, quand elle a l'occasion, elle explose. Et comme elle a dit tantôt, il y a quand même que dans la tradition américaine, il n'y a pas encore eu de femmes au président de la République. Mais mieux encore, il n'y a pas encore eu de femmes noires président de la République. Là, elle est noire,
La question de l'immigration, ça l'affaiblit. C'est quand elle se prononce sur cette question, elle affaiblit. La question de l'économie, ça l'affaiblit. Par contre, ils sont quand même unanimes sur un point. La question de la Chine, tout le monde est unanime qu'il ne faudrait pas laisser la Chine passer devant parce qu'ils voient un peu le géant chinois qui est en train de s'expatrier un peu partout et ils sont unanimes sur ces questions. Mais sur ces questions, il y a un certain Donald Trump qui est largement en avance parce que déjà, dans sa politique, dans sa vision, ce sont des éléments qu'il avait déjà plantés, dont il avait déjà planté le décor pendant sa gestion. Il faut souligner une chose, Donald Trump n'a pas eu une gestion négative. Il a été battu par Joe Biden sur le fil et sa gestion n'a pas été négative. Biden également a une gestion qui a été, en tout cas, il laisse une Amérique qui a des résultats quand même positifs en dehors de l'inflation et du pouvoir d'achat qui est aujourd'hui le boulet pour Kamala Harris par rapport à novembre 2024. Alors, on remarque aussi peut-être que la politique extérieure des États-Unis n'a pas fondamentalement ne change pas. Oui, c'est un système. Nous sommes dans un système, un pays qui veut être au devant de la scène et qui veut dominer les autres pays et qui impose, je peux dire, son dictat à tous les autres pays et qui, même si ce pays ne prend pas les devants, est en back-office et puis manœuvre. Donc, ces candidats, on est d'accord que même si l'un parvient au pouvoir, il ne va pas renoncer à cette diplomatie de domination. Non, je suis désolé. Quand vous écoutez Trump, la politique extérieure des États-Unis et la politique extérieure des démocrates, c'est pas pareil. Et il vous dit que si j'arrive là, à 24 heures, je mets fin à la crise ukrainienne. Donald Trump, c'est la rupture avec l'Occident. Donald Trump, c'est une position bien affirmée, plus ou moins affirmée par rapport à la question d'Israël. Mais est-ce qu'il avait fait, lui, lors de son mandat? Est-ce qu'il avait fait cette rupture? N'oublions pas cette même gauche qui signe par rapport à des documents à la hâte. Oui, mais en fait, ils le font peut-être, c'est la manière qui diffère. Le rapprochement avec la Russie, c'est-à-dire Donald Trump, et Kamala Harris l'a dit, si vous laissez Trump, vous votez Trump, la Russie sera en Ukraine parce que les deux vont s'asseoir, vont commencer à pactiser ensemble. Donc il a une vision du monde qui est différente du monde occidental qui s'ouvre, des démocrates qui s'ouvrent aux Occidentaux. Le seul point commun, c'est la Chine qui est aujourd'hui la grande psychose des États-Unis. La Chine qui est en train de monter en puissance. Oui, non, je voulais dire qu'il faut faire attention entre les déclarations d'intention, les propos de campagne et la gestion réelle de la chose publique quand on a l'exercice du pouvoir d'État. C'est deux choses totalement... On l'a vu au pouvoir. C'est vrai que... On va laisser... Voilà, je voulais dire que c'est deux choses totalement différentes. Il y a les déclarations d'intention, il y a ce qu'il est en train de dire, mais quand il sera, on l'a déjà vu dans son premier mandat qu'il a exercé, il y a des choses qu'il a dites qu'il n'a pas pu faire. Oui. D'accord, Lanciné. Félix a dit que les deux camps sont unanimes, ont une convergence de vues en ce qui concerne la suprématie que les États-Unis devraient continuer d'avoir sur la Chine, mais il y a aussi la question israélienne sur laquelle il y a une convergence de vues, mais assumée. Chacun d'eux a montré son soutien indéfectible, sans limite, inconditionnel à Israël, quoi qu'il arrive. En faisant un lobbying à l'électorat palestinien aux États-Unis. Oui, bon, voilà. Et puis bon, mais tout le monde sait aussi qu'ils ont aussi une convergence liée aux questions religieuses. Eux tous aussi avaient des convergences de vues sur la question des Arabes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les Arabes aient, en tout cas, voix au chapitre. Donc, je veux dire qu'il y a quand même, sur la diplomatie, il n'y a pas nécessairement d'écart. Ils sont tous sur la même ligne, mais je pense que les enjeux, ce sera aussi bien sur les questions économiques sur lesquelles Joe Biden n'a pas été nécessairement à la hauteur, même s'il n'a pas démérité. Oui, d'accord, alors, messieurs, on a fait le tour. On va se donner rendez-vous sur cette élection américaine en novembre. Merci, Lanciné Bakayoko, professeur Koné Diakalia et Saint-Claver Oula, Félix Boni. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse. Merci.